On va commencer par cette première table ronde autour de la science sans stéréotypes. Donc on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Marie-Agnès Bernardis, qui est chargée de mission Univers Science et coordinatrice d'un projet qui s'appelle Hypatia, dont vous allez pouvoir nous parler, nous présenter un premier bilan. Et nous avons aussi deux représentants et une représentante qui va nous rejoindre tout de suite. Bonjour. Excusez-moi. J'aurais dû vous attendre, excusez-moi. Donc deux représentants et une représentante de l'association WAX, une association étudiante qui promeut une science plus inclusive. J'ai vu hier qu'en fait, dans cette salle, il y a beaucoup de professionnels ou futurs professionnels de la recherche, de la médiation, de l'enseignement des sciences. Cette matinée de réflexion autour du partage des sciences au sens large me paraît une bonne occasion de vous inviter à partager largement vos réflexions, vos propres pratiques, pourquoi pas des anecdotes, pourquoi pas des questionnements ou des idées. Du coup, on va commencer tout de suite en laissant la parole à Marie-Agnès Bernardis pour une présentation de son action. Et ensuite, l'association WAX présentera un peu les grandes lignes de son projet associatif. Et puis, on vous laissera la parole et on pourra échanger autour de cette question de la science sans stéréotypes. C'est bon. Oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier Arthur de m'avoir invité ici. Et je vous remercie d'être là si tôt le matin pour écouter une présentation que je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Et pour vous parler à la fois des stéréotypes qui existent dans les sciences et puis de quelques pistes qui peuvent permettre aujourd'hui de communiquer et de promouvoir les sciences sans stéréotypes. Alors, je vais juste commencer par dire un mot, mais vous connaissez Univers Science, donc je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus. C'est la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais réunis depuis 2010. Quelques chiffres qui nous concernent sur la fréquentation. Un élément important, c'est que nous avons obtenu en mars dernier le double label égalité diversité qui est décerné par l'AFNOR. Ça veut dire que ça nous engage en tant qu'établissement avec un plan d'action à promouvoir et à mettre en œuvre des actions pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine des sciences et des technologies et pour la diversité. Alors, je pense que pour commencer et pour promouvoir une science, des sciences, j'aime pas beaucoup utiliser le mot science au singulier, pour promouvoir des sciences sans stéréotypes, il faut d'abord se départir de l'idée que les sciences, c'est pas sexiste. Alors, il m'est arrivé d'entendre des collègues dire ah oui, non, mais les sciences, c'est pas sexiste. Les sciences, c'est pas sexiste, mais je sais pas, en tout cas, peut-être pas dans les contenus inhérents à certaines disciplines, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les conditions de production des sciences, elles font apparaître de fortes inégalités entre les hommes et les femmes, avec ce que vous connaissez ou ce que vous pouvez regarder si vous consultez des statistiques très détaillées du ministère de la Recherche ou du ministère de l'Éducation nationale, à savoir qu'il existe une ségrégation horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même nombre de femmes et d'hommes dans les disciplines scientifiques, qu'il y a une ségrégation verticale, c'est-à-dire que les femmes arrivent beaucoup plus difficilement à des postes de responsabilité, et qu'il y a ce fameux plafond de verre. Et vous le savez peut-être, il y a seulement en France 27% des chercheurs qui sont des femmes. La moyenne européenne, c'est 33%, donc on est un petit peu en dessous. Alors, je vais passer sur la définition de sexe, genre, stéréotype. Je pense que tout le monde aura à disposition cette présentation, et donc vous pouvez les retrouver. C'est assez utile quand on est ou dans un centre de sciences ou quand on est enseignant ou enseignante, de pouvoir peut-être exposer ces notions quand on fait des choses avec des élèves, par exemple, ou avec des visiteuses et des visiteurs. Alors, vous savez aussi, parce que vous avez ça avec le public que vous accueillez ou quand vous accueillez des élèves, que l'orientation est sexuée, que les filles et les garçons ne suivent pas les mêmes, ne choisissent pas les mêmes filières, ni plus tard les mêmes métiers, que seulement 12% des métiers sont mixtes.
Un retardement. Alors, d'accord, l'orientation est sexuée, d'accord. Alors, je continue. Alors, celle-ci, voilà. Cette diapositive qui montre que, selon les disciplines, on n'a pas le même nombre de filles et de garçons. En ce qui concerne la ségrégation alors horizontale, à l'université, dans les disciplines sciences fondamentales et applications, on a seulement 28% de femmes. Dans les écoles d'ingénieurs, 28%. Alors, ce pourcentage a évidemment progressé au fil des années, mais on est quand même à seulement à 28% aujourd'hui. Et la progression, elle est lente. Dans les sciences du vivant, en revanche, c'est 60%. Alors, la ségrégation verticale et le plafond de verre, un chiffre seulement. On avait en 2017 seulement 16 présidentes d'université pour 84 présidents d'université. Alors quand on dit, bon, la science n'est pas sexiste, les conditions de production des sciences, et en tout cas, montrent bien qu'il y a ces fortes inégalités. Alors il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de regarder au niveau des innovations. Il y a une chercheuse qui s'appelle Londa Schebinger qui a piloté un projet qui s'appelle Gendered Innovations, dont on trouve beaucoup d'informations sur le site que vous avez là. Et cette chercheuse a montré avec des équipes, bien sûr, que lorsqu'on ne prend pas en compte la dimension sexe et genre dans la recherche, on peut aboutir à des choses qui sont tout à fait dommageable. Par exemple, quand on a testé au départ les ceintures de sécurité, on n'avait pas pris en compte le fait que des femmes attendaient des enfants. Qu'on teste les médicaments, souvent seulement les dosages concernent plutôt les hommes et pas les femmes, qu'on peut passer à côté d'une ostéoporose des hommes et à côté d'infarctus de femmes parce que les symptômes ne sont pas les mêmes. En tout cas, que la prise en compte du sexe et du genre dans les sciences est absolument importante. Et aujourd'hui, au niveau des projets qui sont financés par l'Union européenne, les projets du CNRS ou des projets de l'INSERM, cette prise en compte du genre dans la recherche, elle est vraiment importante et elle est préconisée. Alors, les stéréotypes qui, notamment, peuvent influer négativement sur l'orientation, on peut en voir partout, dans le métro, dans les magazines, à la télévision. Je vous ai mis ici un exemple de visuel qui était dans les couloirs du métro il y a quelques mois. Alors, les grandes écoles, c'est plutôt pour les jeunes hommes, les métiers d'avenir. Quant aux métiers social et santé pour les femmes, alors on peut pas trop s'étonner ensuite de voir cette ségrégation horizontale dans les choix de filière. Alors, une formation d'ingénieur, dans ce visuel-là, c'est intéressant aussi parce que on peut faire des efforts, mais qui peuvent se traduire comme une formation d'ingénieur. On voit bien une jeune femme, mais elle est à l'arrière-plan et son visage est masqué par le texte et par les cheveux. En revanche, le salon de l'étudiant a quand même fait un visuel pour un salon en mettant un homme et une femme. Alors, ce visuel-là, il est intéressant. Il était sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Il est resté quelques heures parce qu'il y a eu une levée de boucliers d'associations, notamment Femmes et Maths, Femmes et Sciences. Alors, les devoirs à la maison, c'est pas toujours simple, surtout pour les filles. On sait bien que les filles en maths, elles sont moins bonnes. Alors, dans le domaine de la culture scientifique, alors est-ce que nous, qui sommes des professionnels de la culture scientifique, est-ce qu'on est meilleurs? Pas toujours. Là, je vous ai pris l'exemple de 2 fresques qui sont à la bibliothèque. Une fresque sur les savants, une fresque sur les scientifiques. Il y a Marie Curie, mais Marie Curie seulement. Fin 2012, j'avais demandé à des chercheuses et des chercheurs de faire une étude sous l'angle du genre d'un échantillon de nos expositions. On a montré que, ces chercheurs et ces chercheuses ont montré que on avait beaucoup de biais et qu'on véhiculait des stéréotypes et qu'on avait beaucoup de progrès à faire. Voilà. Alors, quand on a encore une représentation biaisée des scientifiques, si on interroge des élèves dans la rue, on peut encore avoir ce genre de représentation. Pas seulement chez les élèves d'ailleurs. Alors, promouvoir des sciences sans stéréotypes, qu'est-ce qu'on peut faire pour
pour promouvoir des sciences sans stéréotypes. Je pense que alors, ça nous concerne justement, nous qui sommes des professionnels de la culture scientifique et technique. On peut d'abord rendre visibles les femmes de science, les rendre plus visibles. Nous avons organisé des journées femmes de science sur Wikipédia. La casemate, on en a discuté hier soir avec des collègues, l'a fait aussi. C'est très important de les faire exister. Par exemple, dans des conférences, quand on organise des tables rondes, des conférences, et de veiller, de tendre en tout cas à la parité. Là, je suis contente puisque dans le dernier programme de conférence de la Cité et du Palais, on a 40% de femmes. Quelquefois, on est à 20%. Montrer donc des femmes expertes dans les expositions, dans les productions, c'est extrêmement important. Là, j'ai voilà une image de femmes de science sur Wikipédia, la première édition. Ça, c'est un t-shirt qui a été fait par une étudiante et on l'a mis à disposition des associations. Voilà des femmes qui sont méconnues. Je vous montre aussi un exemple d'un programme que nous menons et qui utilise l'écriture inclusive que vous connaissez. C'est important pour des personnes de s'identifier à des femmes et d'utiliser une écriture inclusive. Eh bien, c'est aussi quelque chose qui permet de s'identifier davantage à des femmes scientifiques ou à des femmes ingénieurs. Alors, communiquer les sciences et les technologies de manière plus inclusive, c'est important. Proposer des activités d'éducation aux sciences inclusives, c'est important. Et là, je dirais quelques mots de ce projet Hypatia qui vient de s'achever. Et vous allez pouvoir trouver sur le site Hypatia toutes les activités que nous avons proposées dans ce cadre-là. Les objectifs du projet, c'était de communiquer les sciences d'une manière plus inclusive et en s'adressant aux filles et aux garçons, ce qui est important. De proposer des activités qui étaient plus inclusives du point de vue du sexe et du genre. Alors, des activités inclusives, ça veut dire ne pas s'adresser seulement aux jeunes filles, comme c'est parfois le cas de certains projets, de s'adresser aux deux sexes, de montrer aux filles et aux garçons qu'ils ont les mêmes compétences, de s'adresser aux filles et aux garçons. Quand vous faites des animations, peut-être que vous avez remarqué qu'il y a plus d'interaction avec les garçons, qui lèvent plus souvent la main, qui peuvent couper la parole aux filles quand elles la prennent, d'essayer de les intéresser de la même manière. Alors nous avons développé dans ce projet une boîte à outils numérique, elle est en ligne, c'est-à-dire que vous avez des activités qui s'adressent aux enseignants, aux professionnels de la communication scientifique, et aux médiateurs et médiatrices dans les centres de sciences. Alors, dans cette boîte à outils, il y a un atelier sur les stéréotypes. Je suis sur la bonne diapositive, oui. Pardon ? Ah, je suis là. Oui, l'atelier sur les stéréotypes dans les représentations des sciences et des technologies. Vous pouvez le télécharger et en utilisant des visuels de publicité, vous pouvez discuter avec les élèves de ces stéréotypes et leur montrer qu'ils peuvent justement avoir une influence négative sur leur choix d'orientation. On a développé également un jeu sur les femmes scientifiques. Ça, c'est quelque chose, vous pouvez télécharger le jeu. Il est sur le site du Carrefour numérique et on met justement en visibilité un certain nombre de femmes de science. On donne aussi des conseils et des suggestions lorsque vous invitez des chercheuses ou des chercheurs à rencontrer des classes, en essayant de privilégier plutôt des jeunes rôles modèles, en essayant de donner des temps courts, enfin de faire des séquences courtes et interactives, en faisant préparer les questions par binôme, par exemple, parce que si les filles sont plus timides, par deux, ça permet de préparer des questions plus rapidement. Je vais finir sur les critères d'inclusivité que nous avons définis dans ce projet. Ces critères d'inclusivité, on les a définis à 4 niveaux, au niveau individuel, au niveau interactionnel, au niveau sociétal, institutionnel et sociétal et culturel. Alors ces critères d'inclusivité et ces conseils pour l'inclusivité, ils sont très pratico-pratiques. Par exemple, on dit de partir, alors ça peut être vraiment utile quand on est en train de faire une activité et de penser à ces petites choses qui permettent effectivement d'inclure davantage de personnes dans ce qu'on leur propose. Alors d'encourager la participation, on en a parlé, de proposer plusieurs manières de s'impliquer, de partir de ce que connaissent les élèves ou le public et d'élargir ensuite. Donc de donner la même importance aux détails à l'ensemble quand on est dans une discipline.
Alors, au niveau interactionnel, c'est tout ce qui permet à des personnes ou à des jeunes de participer à une activité, d'équilibrer les activités qui mettent en concurrence et celles qui reposent sur la coopération, de varier les formes d'échange en petits groupes, en binôme, en séance plénière. Alors, au niveau institutionnel, pour ces critères d'inclusivité, on pourra y revenir dans la discussion, et de montrer pourquoi on fait quelque chose et pourquoi on accorde de l'importance, par exemple, à l'égalité entre les femmes et les hommes, quand on est dans un centre de sciences, parce qu'on a souvent pour mission d'encourager les vocations, quand on est dans une institution ou dans une entreprise parce qu'il y a des questions de recrutement et que la parité peut être une politique de l'entreprise. Et au niveau sociétal et culturel, il est important de voir qu'est-ce qu'on considère comme science, comment on qualifie les sciences. C'est par exemple avec la partition des sciences dures et des sciences qu'on dit molles, de s'interroger sur... de faire des comparaisons pour voir comment ça se passe dans d'autres pays, quel est le statut des disciplines dans différents pays. Voilà, ça c'était cet ensemble de suggestions, de conseils, de réflexions qu'on a voulu livrer pour mettre en œuvre des activités d'éducation aux sciences qui soient plus inclusives. Et ça nous semble une manière de promouvoir des sciences sans stéréotypes et surtout des sciences inclusives. En tout cas, tout ce qui est effectivement de l'ordre de l'interaction avec les élèves ou avec un public, l'idée c'est bien de montrer aux filles et aux garçons qu'ils ont les mêmes compétences et de faire reconnaître aux garçons que les filles ont les mêmes compétences qu'eux et vice-versa. Ça c'est extrêmement important parce qu'il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent que, alors dans la boîte à outils, on a une activité qui concerne à sensibiliser les profs sur une manière plus inclusive d'enseigner les sciences et les technologies. Vous pouvez regarder parce qu'il y a un PowerPoint qui permet de développer cette sensibilisation. Et il y a des petites vidéos qui ont été faites par des chercheurs et des chercheuses danois qui montrent que, il se trouve que les profs, semble-t-il, préfèrent interagir avec des garçons. Alors pourquoi? Parce qu'ils les trouvent plus intéressants. Alors pourquoi ils sont plus intéressants? Mais en tout cas, c'est presque, je veux dire, c'est très très inconscient. Moi, j'ai observé des animations où effectivement, d'abord les garçons ils sont au premier rang, les profs se rendent même pas compte que c'est que les garçons qui posent les questions, ou les médiatrices et les médiateurs, ou des personnes qui s'adressent à une classe ne s'en rendent pas compte. Donc la première chose pour promouvoir une science sans stéréotypes, c'est de prendre conscience de ça, je crois, et de dire, voilà, il y a des biais, et essayons de faire en sorte que ces biais ne passent pas par moi, quoi, et d'être vigilant sur ces questions. Je crois que c'est le message principal. Et alors, si je puis me permettre, moi, ce que j'entends aussi dans votre remarque, c'est peut-être l'idée d'une histoire, de ce que certaines chercheurs appellent une histoire sociale des sciences, où on raconte en fait les sciences pas seulement à travers les découvertes, avec une découverte égale une personne généralement masculine, mais avec aussi un contexte, voilà. Bon, peut-être qu'on pourra en discuter. Wax, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Merci à Arthur encore une fois de nous avoir invités, c'est super. Vous m'entendez là? Il n'y a pas de... Ouais. Ok. Donc on va présenter un peu rapidement notre association, ce qu'on fait, pour montrer un peu que du coup, comme on le disait avant, il y a beaucoup de professionnels ici qui sont donc de la médiation, mais porter aussi un peu la parole du milieu associatif, qui n'est pas forcément professionnel dans le sens où on aurait tendance à l'entendre, mais qui agit aussi dans ces domaines-là. Donc du coup, Wax Science, c'est une association qui a 5 ans maintenant, qui a été créée en 2013, et qui est une association donc étudiante, et qui a été créée donc au sein d'un centre de recherche parisien qui s'appelle le Centre de recherche interdisciplinaire, fondé par François Tadei. C'est un grand chercheur français. Du coup, pour présenter rapidement ce qu'on fait, nous, on intervient beaucoup dans les écoles et auprès d'un jeune public, donc pour déconstruire les stéréotypes liés au genre, et au genre dans la science, et puis des stéréotypes aussi beaucoup plus divers, dont on aura l'occasion d'en parler un peu après. Donc du coup, pour intervenir dans les écoles et auprès des jeunes, on organise donc des ateliers. Donc on est conviés dans les différentes écoles pour présenter nos ressources pédagogiques, donc qui vont du kit. Le kit, c'est un format qu'on a adopté, de petits livrets d'une 40aine de pages sur des thématiques assez diverses, pour aborder des questions scientifiques en fait.
et les aborder en fait sous différents angles pour tenter de casser tous les stéréotypes qu'il y a autour. Typiquement sur les OGM, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a beaucoup de stéréotypes donc, de genre, comme on a pu en parler, mais aussi sur ce qu'est la science fondamentalement, sur qui peut faire de la science en dehors des hommes-femmes. Est-ce qu'il faut avoir fait des études? Je crois que c'est le sujet de la prochaine conférence d'ailleurs. Voilà, donc du coup, nous, par nos actions, on a vraiment l'objectif de vouloir casser les stéréotypes en allant dans les écoles, mais aussi de promouvoir l'engagement étudiant, dans les sciences aussi, notamment, parce que c'est un milieu qui est assez actif, mais qui reste pas mal dans l'entre-soi, en fait. On n'a pas beaucoup l'habitude de voir des associations scientifiques qui viennent sortir un peu de leur cadre entre eux, où ils vont faire des sorties, aller dans des musées, faire des conférences pour eux. Donc nous, on considère vraiment important de faire de l'éducation populaire à ce niveau-là, mais toujours dans une démarche pas descendante, pouvoir en fait échanger avec les jeunes qui ont des choses à dire, qui ont des stéréotypes, et d'ailleurs on en a aussi, mais pouvoir en fait les faire sortir en faisant émerger des discussions et pas en assénant des vérités. Les stéréotypes, c'est ça, c'est comme ça, et puis il faut les changer pour que ça devienne ça. Donc c'est vraiment l'approche que nous on essaye d'avoir sur ces sujets-là. Voilà, je vais laisser la parole. En fait, c'est ce qu'il disait. Micro, oui. Non. Ce qu'il a très bien dit aussi, c'est que quand on pense aux stéréotypes dans la science, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les stéréotypes de genre. Et c'est tout à fait normal et c'est une très bonne chose parce que c'est une question très importante aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et on a d'énormes progrès à faire sur cette question. Mais en fait, dans le milieu scientifique, il n'y a pas que des stéréotypes de genre. Et il y a beaucoup d'autres stéréotypes juste par rapport aux questions de qu'est-ce que la science. Quand on pense à la science, on pense directement à un truc très compliqué, accessible que par des vieux monsieur à lunettes devant des grands tableaux, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment une idée cliché qu'on se fait de la science. Et ça, c'est là qu'il faut essayer donc, de casser ces stéréotypes liés à la science et pas que les stéréotypes de genre. Et ce qui est important, par exemple, ce qu'on essaie de montrer à WAX aussi, c'est que science et culture ne sont pas des antonymes. C'est-à-dire montrer que, en fait, comme on a souvent l'impression de le penser, la science n'est pas un milieu à part et que science et arts peuvent collaborer. Et c'est deux domaines qui, d'ailleurs, ont tendance à se relier dans pas mal de points différents. Donc là où on peut penser que beaucoup de femmes se disent plus intéressées par les arts et beaucoup d'hommes plus intéressés par les sciences, eh ben, nous on essaye de montrer que les arts et les sciences sont compatibles et que autant la science dans l'art que l'art dans la science sont deux domaines en pleine évolution et qui en ce moment tendent justement à se médiatiser de plus en plus. Donc on a vu pas mal d'expositions à Paris ces derniers temps sur art et sciences. Et au Grand Palais, il y avait une exposition sur l'art robotique par exemple. Donc tout ça, ça montre qu'on parle de plus en plus de ces questions et c'est une très bonne chose, mais qu'il faut continuer à en parler. Ce qu'on essaye de faire aussi à WAX, c'est une formation donc, de l'esprit critique chez les plus jeunes. C'est-à-dire qu'on essaye d'introduire des questions scientifiques plutôt clivantes pour susciter le débat et susciter l'intérêt autour de questions scientifiques. Donc on ne se dit pas que des enfants sont trop jeunes pour comprendre des questions scientifiques, par exemple sur la génétique et sur les questions que ça peut poser aujourd'hui de manière éthique ou morale. Et parler de ça à des enfants, ça permet de susciter un intérêt autour des sciences, donc peut-être de faire prendre confiance en soi à certains jeunes, dont des filles, qui pourraient plus se diriger ensuite vers des milieux scientifiques parce qu'elles ont été intéressées à un âge jeune par des questions scientifiques. Et vraiment, notre but, c'est qu'une fois qu'un atelier est terminé, les enfants ou les jeunes, enfin voilà, les participants de cet atelier, continuent à débattre après notre départ sur des questions scientifiques clivantes, enfin vraiment essayer de susciter l'intérêt sur ces questions. Oui, et du coup, moi je vais rentrer un peu dans les détails de certains ateliers et certains kits qu'on fait. Notamment un kit qui s'appelle le génie du génome. Donc c'est un kit sur la biologie de synthèse. Donc comme l'a dit tout à l'heure Lucien, c'est pour pouvoir se poser des questions sur qu'est-ce que c'est les OGM, parce qu'en fait la transgénèse, tout ça, ça rentre beaucoup dans ces sujets. Et du coup, ça rentre vraiment dans le sens de la démystification de la science. Comme l'a dit Joachim tout à l'heure, en fait, on prend conscience que la science, ça peut être nous, on peut faire partie de la science. La science, c'est pas un vieux gars qui est totalement taré devant un tableau noir avec sa craie qui écrit des équations que lui seul comprend. Et en fait, c'est justement pour donner cette image que tu peux faire de la science, que tout le monde peut faire de la science en fait. Et ça suscite beaucoup d'intérêt chez les jeunes et c'est super. Et aussi exactement.
Et aussi, ça donne une prise de confiance en soi, en fait, chez les jeunes, chez les jeunes filles. Et les prises de confiance en soi, elles passent aussi par la parole, parce que lorsqu'on sait communiquer ses idées, lorsqu'on sait s'exprimer, on a beaucoup plus confiance en soi et on a beaucoup plus aussi confiance en ses idées et on sait que nos idées peuvent peser dans un argument. Et donc, du coup, depuis 2 ans, WAX organise des ateliers sur la prise de parole en public qui donnent aux jeunes les outils pour pouvoir s'adresser à un public comme par exemple ici, pour qu'on puisse en fait prendre totalement parti dans les discussions clivantes qui ont lieu aujourd'hui, pour que aussi on crée du dialogue intergénérationnel, parce que c'est un peu, on croit à WAX que c'est en essayant de discuter avec le plus de personnes possible qu'on arrive à trouver des solutions et qu'on arrive aussi à opposer nos opinions, pardon, parce qu'on pense aussi que le fait qu'on ne soit pas d'accord, c'est très important et ça fait avancer les choses. Voilà. Je pense qu'on a un peu résumé tout ce que WAX fait. Merci beaucoup encore de nous avoir invités. Voilà. Merci beaucoup. On entendait bien dans votre intervention tout l'enjeu citoyen qu'il y a aussi derrière cette question de la participation de toutes et tous, et y compris des plus jeunes, à la réflexion sur les questions dites techno-scientifiques. Je me tourne vers vous. Je vous invite à poser des questions ou à partager des pratiques, peut-être des anecdotes, des bonnes pratiques. On vous écoute. En fait, l'idée, c'est pas d'attaquer les gens qui ont des stéréotypes et qui abusent de ces stéréotypes, mais l'idée, c'est vraiment d'aller s'attaquer à ces stéréotypes à leurs racines. Et donc leurs racines, c'est à l'école que les stéréotypes apparaissent. Et il y a des études qui ont montré que, par exemple, à 5 ans, si on raconte une histoire avec un personnage non genré à des enfants et qu'on leur parle d'un personnage très intelligent, et ben, à la fin de l'histoire, on leur demande de choisir entre 2 photos de qui pourrait être le personnage principal de cette histoire, un homme et une femme. Et ben, les enfants vont choisir leur propre sexe. Donc ils s'identifient à leur propre sexe. Par contre, à 7 ans, après la rentrée à l'école, donc c'est en fait ça l'un des critères qui pourrait aboutir à ça, et ben directement, quand on leur parle d'un personnage très intelligent, les enfants vont en majorité choisir la photo de l'homme, alors que quand on leur parle d'un personnage très gentil, vont en majorité choisir la photo d'une fille. Et donc l'idée, c'est pas de s'attaquer aux stéréotypes, mais c'est vraiment d'aller voir les enfants et de leur dire qu'il n'y a pas de différence, mais juste en faisant comprendre en fait que tout le monde est sur un même pied d'égalité et que, c'est pas les stéréotypes, c'est ça, et donc il faut pas faire de stéréotypes. L'idée, c'est vraiment il n'y a pas de stéréotypes, mais sans même utiliser le mot stéréotype. Marie-Agnès Bernardis, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Alors moi, je voudrais dire quand même que je pense qu'il faut, en tout cas, faire tout ce qui est possible pour montrer qu'il y a des stéréotypes. Il y en a alors qui ne concernent pas seulement les hommes et les femmes, mais qui concernent autre chose, la représentation de certaines populations. Donc les stéréotypes, ça nous permet du point de vue de l'esprit, hélas, c'est quelque chose qui permet de classer. Alors c'est utilisé parce que ça permet d'aller vite. Mais qu'il faut donc identifier ces stéréotypes, les montrer, en discuter. Alors évidemment, c'est bien d'en discuter avec les plus jeunes, d'en discuter avec les parents, d'en discuter avec les enseignants, d'en discuter avec les conseillers, les conseillères d'orientation, parce que on en véhicule, ils sont véhiculés dans la société, ils sont là, et donc d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'influence négative, ça me paraît un programme de tous les instants, quoi, parce qu'effectivement, ils sont dans les, par exemple, lorsque des profs évaluent des élèves, ils n'utilisent pas les mêmes mots. Dans les conseils d'orientation, dans les bulletins scolaires. J'ai récemment fait une intervention à l'ESP de Créteil devant des jeunes capétiens et capétiennes. Et il y a un capétien qui a regardé les bulletins scolaires. Alors ça, c'est un exemple qu'on sort toujours. Une fille, quand elle est bonne, quand elle a une bonne note, on dit mais elle est au taquet, elle a beaucoup travaillé. Et quand c'est un garçon, il a encore des possibilités, quoi. Donc il pourra encore aller plus loin. Donc il y a toujours ces représentations, alors différenciées des filles et des garçons, des possibilités des filles et des garçons,
Et effectivement, il ne s'agit pas de montrer que les femmes, qu'elles veulent je sais pas, aller plus haut, plus loin. C'est simplement de montrer que, comme les compétences cognitives sont égales, après, on a des goûts qui sont différents. Effectivement, souvent, ces goûts sont formés par la culture. Mais les goûts, ils sont pas naturels, ils sont formés aussi. Hein. Mais de montrer que, puisqu'on a des compétences égales ou qu'à diplôme égal, que les salaires soient les mêmes, que les carrières soient les mêmes, que les avancements soient les mêmes, que les possibilités soient les mêmes. Voilà, c'est juste une question d'égalité. Si je peux me permettre, il me semblait qu'il y avait une dimension en plus dans la question de madame qui était la notion de concurrence. Puisque votre question, c'était comment faire pour que finalement l'exigence d'égalité ne soit pas perçue comme une mise en concurrence, une volonté d'être au-dessus. Hein, c'était un peu ça. Donc là, on en revient à une discussion qu'on avait hier sur le caractère très très concurrentiel du milieu, notamment de la recherche. Un des intervenants d'hier proposait une idée que j'ai trouvée assez géniale de donner une prime au deuxième et au troisième, enfin qu'il y ait un podium en fait, et que ce soit pas seulement le gagnant gagne tout, comme c'est le cas en ce moment. Mais du coup, voilà, par rapport à cette question de la mise en concurrence implicite en fait des filles et des garçons. Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce qu'on peut aborder ça? Cette concurrence, de toute façon, je veux dire, elle existe. Alors, dans le monde scientifique, elle existe parce qu'il y a la course à la publication de papiers, etc., au ranking, à l'impact factor, etc. Je veux dire que quand on aura plus d'égalité, puisqu'actuellement, vous avez bien vu dans les répartitions de postes, quand il n'y a que 8 présidentes d'université pour 84, quand on aura les mêmes droits, quand les droits seront réels, parce qu'aujourd'hui, il y a bien des droits, et des personnes qui travaillent sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes disent que du point de vue juridique, on a à peu près, on a un encadrement juridique qui permet l'égalité, sauf que l'égalité n'est pas réelle, et la question c'est qu'elle soit effective et réelle. Quand on aura une égalité réelle, eh bien, il y a des hommes qui, je veux dire, les postes, s'il y a 50-50 de postes, eh bien, il y a des hommes qui auront moins de postes, puisque aujourd'hui ils occupent des postes qu'ils ne devraient pas occuper, tout simplement. Hein, puisque si on avait autant de présidents d'université que de présidents d'université, eh bien, si je fais 84 et sur 90, ça fait 45 et 45, ben, il y a X hommes qui n'auront pas ces postes-là. C'est vrai pour la direction de recherche ou la direction de labo. Voilà, alors c'est pas une concurrence, c'est pas vouloir être au-dessus, c'est avoir les mêmes droits et avoir le statut qui est lié aux compétences, qui est lié à la qualité, qui est lié à l'excellence. Aujourd'hui, à compétences égales, à excellence égale, les femmes n'ont pas les mêmes postes que les hommes et n'ont pas non plus les mêmes salaires, puisque quand on sort d'une école d'ingénieur, c'est quand même inouï. À la sortie de la même école d'ingénieur, un jeune diplômé et une jeune diplômée vont avoir 5% d'écart de salaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie qu'avec le même diplôme, une jeune femme va avoir 5% de salaire en moins qu'un homme? Non. Il me semble que l'OCDE avait chiffré il y a quelques années le différentiel, le manque à gagner du fait d'être une femme sur l'ensemble d'une carrière, et ça se chiffrait à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ouais. Est-ce que quelqu'un... Moi, j'aimerais juste... Oui, pardon, excusez-moi. Compléter un peu la réponse qui a été donnée. Oui, mais pour... du coup, moi, je pense que par rapport à ce discours auquel on est confronté, nous aussi, dans les écoles, quand on intervient de temps en temps, qui est de dire, oui, mais vous ne voulez pas une égalité, vous voulez déséquilibrer, mais dans l'autre sens. Le fameux complot féministe. C'est ça, exactement, le fameux. Alors, je pense que en fait, ça transparaît dans le discours, mais il est mal interprété. Et je pense que le travail à faire, c'est vraiment de le réexpliquer, parce que dans tout ce qu'on a dont on a parlé pour l'instant, notre discours, il a jamais été de mettre un genre au-dessus de l'autre. Il est juste de faire le constat d'une situation qui est inégale actuellement, et de pointer du doigt en fait ce qui fait que c'est inégal. Alors du coup, on va forcément, et on est tous confrontés quand on est un peu dans ces domaines-là, à des gens qui vont nous parler directement de théorie du genre, qui vont utiliser des arguments pseudo-scientifiques aussi. Et donc du coup, par rapport à ce sujet, en fait, je pense que c'est juste, ça passe encore une fois par le dialogue. C'est juste mettre au clair ce qu'on prône, et qui est toujours de l'égalité, et qui est toujours à partir du moment où on a un rapport de force qui est inégal dès le début, si on veut le rééquilibrer, on est obligé de prendre parti
pour un côté plus que l'autre, parce que de toute façon, si on... Pas tout le temps, alors après, il faut toujours viser un objectif d'égalité. Le but, c'est pas de dire on va pousser les femmes à passer au-dessus, mais concrètement, si on veut avoir un équilibrage, eh ben on peut dans un premier temps obligé de passer par des quotas, par de la parité, parce que l'objectif, ce serait qu'on puisse tous avoir de la parité sans avoir à l'obliger, mais dans un premier temps, je pense que c'est important de dire qu'on veut juste avoir un rééquilibrage, et puis après, c'est une démarche en fait. Est-ce qu'il y a le risque finalement que l'exigence de parité produise un abaissement du niveau? Allez, je résume très vite. Alors je n'ai pas de données là-dessus, et je le pense. Enfin, personnellement, je ne le pense pas. On m'a invité en février dernier c'est la Société française de physique, où il y a peu de femmes. Enfin, il y a en tout cas, il y a peut-être 25% de femmes en physique. Enfin, ça dépend des disciplines. Et donc, cette objection a été levée par rapport aux quotas. Et le président de la Société française de physique, alors là, il s'agissait seulement de dire que effectivement, les jurys maintenant, je crois que c'est de par la loi de 2013, les jurys doivent être paritaires. Ce qui veut dire que quand il y a des disciplines où il y a moins de femmes, alors c'est le cas pour la physique, pour l'informatique, ou pour certaines disciplines où il y a peu de femmes, la science des matériaux, par exemple, quand on veut constituer des jurys paritaires, c'est-à-dire que les femmes sont très sollicitées et qu'elles sont aussi surchargées par du même coup. Alors le président de la Société française de physique disait oui, on les sollicite beaucoup, il faut aussi leur donner des postes, il faut leur donner aussi des postes, et elles accepteront d'autant mieux ces sollicitations. Quant au risque d'incompétence des femmes qui se retrouveraient à des postes où elles ne seraient pas compétentes parce qu'il y aurait des quotas. Alors, si on regarde les données, là, pour le coup, alors ce n'est pas des données qui concernent les disciplines, mais c'est des données en général. Les femmes, elles sont, alors dans l'Union européenne au moins, alors peut-être que dans les pays de l'OCDE aussi, elles sont plus diplômées majoritairement. On sait que, alors en France, elles ont plus de mentions au bac. On sait qu'il faut que pour y arriver, comme effectivement c'est plus difficile et qu'elles sont souvent sous-évaluées par rapport à leurs compétences, moi je doute fort qu'il y ait des femmes incompétentes à des hauts niveaux. D'ailleurs, c'est plus souvent l'inverse, c'est que comme elles sont obligées de travailler davantage, que la sélection est plus difficile quand on est une femme, je pense qu'elles sont plus compétentes, moi. Et que celles qui sont sélectionnées, elles sont plus compétentes. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel, mais qui est sans doute partagé par des chercheuses qui sont arrivées à de très hauts niveaux, par des prix Irène Joliot-Curie ou par des femmes qui ont été récompensées pour l'excellence de leur carrière. C'est le cas aussi des prix lauréats l'UNESCO, là, où c'est des femmes qui ont eu des Nobel après. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, moi aussi j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus, c'est que il y a eu plusieurs fois dans l'histoire qu'en fait il faut juste prendre l'habitude, et c'est une hypothèse que les femmes se retrouvent moins compétentes, c'est une hypothèse comme elle peut être réfutée totalement, mais en fait c'est juste de prendre l'habitude de voir de voir que en fait les choses sont paritaires. Donc quand une petite fille ou un petit garçon va voir que il y a autant de femmes et d'hommes qui sont qui ont un poste, tout ça, et du coup ça va implicitement pas leur mettre de barrière pour que justement ils puissent eux aussi avoir ce poste. Et en fait pour moi ça se rapproche un peu du débat sur l'écriture inclusive. C'est juste de prendre l'habitude de voir que l'écriture inclusive, c'est important, et ça permet d'inclure les hommes et les femmes dans un seul mot. Et c'est juste de prendre l'habitude, en fait, de le voir pour que ce soit implicitement naturel. On peut peut-être avancer un peu dans la réflexion, parce qu'il y a un aspect qui était très intéressant, je trouve, dans ce que vous avez dit, les membres de WAC, c'est que j'aimerais bien qu'on puisse aborder maintenant, c'est la question de l'inclusion sociale des sciences, finalement des enjeux citoyens à promouvoir une participation active et la plus large possible au débat technoscientifique. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à partager là-dessus, sur notamment comment on fait venir à la science des élèves dont le milieu social ne les prédispose pas forcément à se projeter dans des études universitaires longues.
Comment est-ce qu'on fait s'approprier un vocabulaire technique qui peut paraître rébarbatif. Voilà, je pense que c'est aussi un aspect de la question qui est important à aborder aujourd'hui. Ouais, du coup, c'est exactement ce qu'on essaye de faire et ce qu'on fait aussi à WAX quand on organise des ateliers. Donc, par exemple, on a un atelier sur la génétique et l'avancée de la génétique aujourd'hui. Et c'est tout un kit avec différentes activités qui fait qu'on peut aller dans des écoles qui vont de la maternelle jusqu'au lycée en modifiant un peu les activités à chaque fois pour cibler l'âge des participants. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, que de susciter l'intérêt pour des sciences et donc de montrer des choses pratiques, amusantes et de montrer que la science vraiment, contrairement à l'idée qu'on s'en fait de base, ça peut être marrant et ça peut être intéressant et ça peut être marrant et intéressant aussi et intelligent. Donc voilà vraiment l'idée de montrer ça. Ouais, et pour compléter, oui, c'est ça, c'est vraiment le fait de montrer que casser un peu l'image qu'on met entre science et le reste de la culture, parce qu'au final, on voit bien quand on fait un peu de science ou qu'on s'y intéresse que les sciences revêtent un aspect tout à fait culturel et même artistique. Quand on regarde quand on comprend comment marche une cellule, après quand on va avoir une feuille dans la nature, par exemple, on va pas forcément avoir le même recul en fait sur cet organisme. Bon, ça c'est un exemple biologique, mais c'est pour plein de choses. Je pense que, en tout cas dans le cadre de l'école élémentaire, et aussi après, mais c'est important vraiment de casser un peu ce stéréotype sur la science de quelque chose de compliqué et de trop sérieux en fait. Et pour ça, je pense que la jeunesse a vraiment un intérêt à le faire, puisque pour parler à des jeunes, je pense qu'il n'y a rien mieux que des jeunes pour le faire, pour la compréhension. Alors du coup, moi j'ai une petite question. Vous disiez que la science, ça fait partie de la culture. Alors moi, je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Après, j'ai une question pratique, puisque pour les tout petits et les très jeunes, la maternelle, premier degré, on fait découvrir le monde des arts par la pratique. On leur fait faire une petite pratique artistique, culturelle. Alors qu'on aborde plutôt les sciences par l'action de l'apprentissage. Alors, du coup, pour compléter la réponse avant et puis répondre à cette question aussi, je pense que ce qui est important à mettre en avant auprès des professeurs et donc de n'importe qui fait de l'éducation populaire et qui intervient auprès des jeunes enfants et aussi des enfants même plus vieux et même les enfants entre eux, c'est que pour faire de la science et faire des expériences scientifiques, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel ou beaucoup d'argent. Et typiquement, expliquer l'intérêt qu'il y a, par exemple, à avoir une pierre ponce. Une pierre ponce, quand vous mettez une pierre ponce au-dessus de l'eau, ça a l'air énorme, ça a l'air vachement lourd et pourtant ça flotte. Et expliquer comment ça marche. Avec du lait, par exemple, vous mettez du lait, du vinaigre et puis vous rajoutez de l'encre. Va y avoir des phénomènes de dispersion qui vont se passer sur la surface du lait. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont vachement compliqués, qui peuvent être vachement compliqués à expliquer. Et qui déjà revêtent un aspect artistique parce que c'est beau de voir les gouttes d'encre qui se répartissent sur toute la surface du lait et donc ça permet déjà de casser certains stéréotypes sur le côté sérieux des sciences. Et je pense que c'est important et c'est ce qu'on essaye aussi de faire, de partager des ressources scientifiques pour tous ceux qui veulent faire des sciences, mais de façon accessible, facile et avec du matériel peu coûteux, parce que c'est ça en fait qui est important, c'est de pouvoir faire prendre conscience à tout le monde que pour faire des sciences, c'est pas besoin pour certaines choses, c'est bien d'avoir une machine qui coûte des millions d'euros, mais pour beaucoup de choses et pour observer des phénomènes assez complexes, au final, il y a moyen de le faire avec très peu de matériel et de l'expliquer du coup avec plein de ressources sur Internet qui sont en disponibilité. Donc il y a des fiches d'activité sur notre site, par exemple. Il y a plein de choses qui sont... En fait, c'est ça, c'est important d'ouvrir et de montrer que pour faire des sciences, ça n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Et donc, du coup, je pense que dans ce sens-là, ça va dans la possibilité de pouvoir faire des sciences plus souvent que, effectivement, une fois quand l'association ou n'importe qui vient dans une école pour le montrer. C'est important. Et aussi, du coup, c'est ça, par exemple, pour nos kits, on a un kit sur le génie génétique, mais un autre sur le VIH. Toutes nos ressources sont disponibles sur notre site internet. Tout est prêt à être imprimé. Et donc, l'idée, c'est que si on va dans une école pour faire un atelier, l'idée, c'est aussi que le professeur soit là pour écouter et le professeur puisse refaire cet atelier en imprimant le kit chez lui et en le faisant aux enfants. Donc, vraiment, pour répondre à la question de la formation des professeurs, c'est hyper important et ça marchera toujours mieux que de se déplacer dans des écoles parce qu'on ne sera jamais assez nombreux pour se déplacer dans des écoles et faire des ateliers réguliers de sciences. Donc oui, voilà. Donc le vrai but, ce serait quand même que les professeurs sachent faire des micro-expériences, qui, comme il dit, en fait, la question du matériel, ça peut ne rien coûter du tout de faire des sciences. On prend tout dans la cuisine et il y a déjà de quoi faire quelques expériences assez marrantes. Donc la dissémination des sciences et de la démarche expérimentale. Marie-Agnès Bernardi, je vais vous laisser le mot de la fin, car l'heure est écoulée. Non, mais juste le mot de la fin, c'est dire qu'effectivement, pour les enseignantes et les enseignants, il existe beaucoup de choses en ligne. Alors,
On peut aller chercher sur des sites. Alors, il y a sans doute la main à la pâte. Pour Hypatia, toutes les activités qui sont dans la boîte à outils, elles sont téléchargeables en ligne. On les a expliquées pas à pas pour qu'elles puissent être reproductibles. On peut envoyer des visuels. Donc, il y a toutes ces... Aujourd'hui, il y a le numérique permet quand même de disséminer beaucoup plus largement. Et puis, je pense que les associations, elles sont toujours prêtes à partager leur savoir-faire aussi de manière humaine, quoi. Il y a ce qui est en ligne et ce qui est de manière humaine. Alors, il y a les sites de projets, mais c'est vrai que souvent, c'est pas facile d'aller les chercher, d'aller les trouver plus exactement. Il y a des sites de projets européens, parce qu'il y a d'énormes ressources qui existent et qui ont été liées à des projets européens. Je pense à un projet qui s'appelle Perform, alors parce que ça concerne les sciences et les arts, PERFORM. Et là, il y a aussi des petites manips, il y a des choses qui sont reproductibles en classe et qu'on peut trouver sur ces sites-là. Alors bon, c'est en anglais, c'est le problème, c'est que c'est projet européen. Les langues sont, voilà, c'est souvent tout en anglais. Mais voilà, il faut utiliser les ressources qui sont disponibles pour effectivement permettre de commencer le plus tôt possible. Merci beaucoup. Eh bien, cette table ronde touche à sa fin. Merci.